Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de séance, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler de la dimension régionale du développement des énergies renouvelables sur la base d'une étude que mon institution a menée au cours des 2 dernières années. En fait, je pensais que j'interviendrais un peu plus tard dans la matinée et donc je comptais sur nos représentants marocains pour faire l'introduction et vous donner le panorama de ce qui se passe au Maroc, mais vous le ferez le lien tout à l'heure, j'en suis persuadée. Voilà, c'est... Alors, moi ce que j'ai voulu faire avec cette présentation, c'est avec vous convenir qu'un certain nombre de projets dans ce domaine ne pouvaient pas être menés séparément et conclure donc qu'il fallait réellement privilégier et travailler sur la dimension régionale et on va voir pourquoi. Alors nous vivons dans une région, l'Afrique du Nord, et pour nous l'Afrique du Nord, là je la situe avec 7 pays qui sont les 5 pays du Maghreb plus l'Égypte et le Soudan. C'est sur cette base que l'étude a été faite. Donc nous vivons dans une région où, au cours des dernières années, les performances économiques n'ont pas été mauvaises. On peut même dire que relativement à la morosité ambiante depuis 2008, elles ont été relativement bonnes, mais elles sont perfectibles. Perfectibles en valeur, quantitativement, parce que nos travaux en fait montrent que pour arriver réellement à avoir un développement durable, il faut une moyenne de 7% de croissance dans des pays comme les nôtres, et également de manière qualitative. En effet, aujourd'hui, nous avons des pays qui sont des pays rentiers, nous avons des économies qui ne sont pas aussi diversifiées qu'elles devraient l'être, et le potentiel en termes de valeur ajoutée, en termes de création d'emplois, reste très limité. Et de ce fait, il est important de soutenir cette croissance par des activités de transformation structurelle, donc permettre davantage de diversification et de sophistication du tissu industriel. Et on verra comment les énergies renouvelables et le solaire en particulier peuvent y contribuer. Nous avons également un environnement où la classe moyenne se développe de plus en plus et un pouvoir d'achat également de plus en plus important, donc qui induit de nouveaux besoins et davantage de consommation. Alors, quand on regarde le continent africain, évidemment on est content parce que l'Afrique du Nord est la région qui a le plus d'accès à l'énergie. Évidemment, quand on compare cet accès au reste du monde, nous sommes encore bien en deçà de ce qu'on pourrait faire et de ce que, je dirais, les ambitions affichées de développement de nos pays devraient permettre. Donc nous avons une consommation énergétique qui reste faible, mais donc, comme je le disais, les besoins augmentent du fait d'une transition démographique, les besoins augmentent également du fait de la transformation économique et structurelle qui se met en place, et cela donne une demande énergétique qui croît de 6 à 8% par an, et on estime que en termes de demande de l'électricité, la consommation électrique devrait tripler à l'horizon 2030. Notre région n'est pas la seule dans ce cas, en fait c'est une tendance mondiale puisque selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande en énergie devrait augmenter de 30% pendant la période 2010-2035. Et fait nouveau, ce ne sont plus les pays développés qui soutiennent cette demande, la demande est réellement sous-tendue par les pays émergents avec à l'horizon 2040 la Chine et l'Inde qui représenteraient la moitié de la consommation mondiale. Alors pourquoi je fais un zoom sur les pays émergents? Tout simplement parce que depuis à peu près une décennie, ça devient réellement les partenaires, et ce sont des partenaires en devenir de notre région, donc que eux se développent et participent à cette consommation énergétique et cette demande énergétique est important pour des pays comme les nôtres. Donc, forte demande, vous connaissez les limites annoncées à plus ou moins long terme des énergies fossiles. Vous avez vu également, surtout pour les pays nets importateurs, la dépendance aux fluctuations des prix des matières, des hydrocarbures. Donc il est
il y a un fort besoin aujourd'hui en énergie renouvelable, en énergie alternative. Et évidemment, cette pression sur la course vers les énergies alternatives est également appuyée par tout le débat qu'il y a dans le monde sur le changement climatique, le risque climatique qu'il y a. Et si vous avez suivi les travaux du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'études sur les changements climatiques, vous savez très bien que notre région fait partie des régions les plus vulnérables du monde. Alors, cela a donné des investissements de plus en plus importants dans le domaine des énergies renouvelables, avec 211 milliards de dollars en 2010, 257 en 2011, avec une augmentation de 17% par rapport à 2010 et de 93% par rapport à 2013. Donc c'est vraiment un domaine qui évolue énormément. Et cette évolution, elle peut se justifier par un certain nombre de facteurs, dont des volontés politiques et des programmes politiques qui ont été mis en place dans les pays qui ont initialisé des programmes d'énergie renouvelable. Politique qui a donné lieu également à un développement technologique de plus en plus important et une baisse des coûts, notamment dans des domaines comme le photovoltaïque. Alors si on regarde le parc mondial, c'est évidemment l'énergie éolienne qui a aujourd'hui la première place, mais elle est de plus en plus rattrapée par le solaire, et c'est l'objet de ce salon, du fait de cette baisse des prix, notamment en ce qui concerne le photovoltaïque, sachant qu'en ce qui concerne le CSP, les coûts demeurent relativement élevés. Alors, je parlais tout à l'heure d'une étude que nous avons faite. Nous l'avons faite en 3 étapes. La première, c'est, on entend beaucoup parler, nos décideurs, d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a réellement un projet énergie renouvelable en Afrique du Nord? Où est-ce qu'on en est? Et donc ça a été la première étape de cette réflexion. La deuxième étape de la réflexion, c'est de dire en général, quand on parle de domaines nouveaux comme celui-ci à développer, le premier frein qu'on identifie, c'est celui du financement. Donc qu'offrent nos pays en termes de financement des énergies renouvelables? Et puis enfin, et ça c'est un peu le profil de mon institution, comment arriver à travers une coopération et un partenariat régional à booster le développement de ce secteur. Donc la première question qu'on se pose, c'est comment, à travers notamment les énergies renouvelables, favoriser, accélérer l'entrée de l'Afrique du Nord dans la région, dans l'économie verte, et comment mobiliser davantage les politiques en leur montrant que réellement il y a des choses qui se font, il y a des opportunités, il y a des expériences dans les pays voisins, comment est-ce qu'on peut les croiser. Alors, le premier constat qu'on fait, c'est que malgré les annonces et malgré le débat en termes de production d'électricité dans la région, les énergies renouvelables d'une façon générale et hors hydroélectricité ont une part encore relativement marginale, puisque les énergies conventionnelles consomment plus de 80%, enfin produisent plus de 80% de l'offre dans les pays. Alors vous voyez à travers le schéma du bas que cette situation est très différenciée d'un pays à l'autre. Évidemment, nous avons 2 pays nets exportateurs d'hydrocarbures qui, eux, n'ont pas encore réellement sauté dans le train des énergies renouvelables. D'autres pays ont commencé, eux, leur réflexion bien plus tôt, et réellement, comme le Maroc ici, et je suis ravie de voir cette édition du Salon sur le solaire se perpétuer d'année en année, se développer d'année en année, c'est réellement très significatif de la tendance dans un pays comme celui-ci. Alors, ces projets, même si pour certains sont encore timides, dans l'ensemble des pays, il y a des prévisions à moyen terme. Et il y a une réelle volonté de s'embarquer dans les énergies renouvelables et les estimations, les projections sont de l'ordre entre 20, je dirais, et 42%
de part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon, alors ça varie également entre les pays, entre 2020 et 2040, sachant que c'est le Maroc qui s'est fixé réellement les objectifs les plus ambitieux et qui a décidé de mettre un accent particulier sur ce domaine. Donc 42% de la puissance installée à l'horizon 2020 avec 28% d'éolien et solaire et 14% d'énergie hydroélectrique. Donc maintenant que nous avons une connaissance un peu plus fine du panorama, des différentes activités, des objectifs, c'est comment réellement passer, je dirais, de l'étape projet vitrine pour dire nous sommes dans ce domaine, à des projets qui réellement vont devenir des projets moteurs du développement et non plus seulement des projets technologiques qui puissent s'intégrer dans une vision un peu plus élargie des perspectives de développement économique et social. J'y reviendrai de nos étapes. Donc la deuxième partie de notre réflexion s'est attelée à une connaissance sur les besoins, les contraintes, les sources et les solutions qui sont aujourd'hui offertes avec le projet Égisol en Égypte, le Fonds de développement énergétique au Maroc. En Tunisie, il y a plusieurs mesures qui ont été prises et qui développent des subventions de différentes natures et de différentes tailles selon qu'on s'adresse à un consommateur final ou à un prestataire de services. Donc différentes amplitudes, je dirais, et mesures de financement. Également des facilités d'accès au crédit. Vous avez ici un certain nombre d'exemples de bonification du taux d'intérêt, de fonds de garantie, de lignes de crédit qui ont été mises en place, sachant que, et c'est là, c'est cela qui nous a mené à une réflexion, je dirais, liée à la coopération régionale, sachant que beaucoup de ces lignes de crédit viennent de l'étranger, sont le fait d'opérateurs, de partenaires bilatéraux, multilatéraux qui viennent de l'international et donc qui peuvent poser des problèmes ou en tout cas des questions sur la pérennité et la pérennisation de telles activités. De la même façon, donc en Tunisie, la Tunisie pour un certain nombre d'activités a commencé il y a longtemps, donc c'est la raison pour laquelle il y a le choix pour certaines de ces types de financement peuvent sembler plus variés. Il y a également des mécanismes innovants, le projet Égisol en Égypte dont j'ai parlé, le développement des chauffe-eau solaires individuels et l'appui que le Maroc apporte à cela, et le mécanisme ProSol en Tunisie en sont des exemples. Mais évidemment, chaque fois qu'on met des exemples sur le papier, il y en a d'autres qui viennent enrichir le débat puisque c'est vraiment un domaine en devenir et en perpétuelle évolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent lorsqu'on parle d'investissement et lorsqu'on parle d'appui au développement des pays, on appelle de ses voeux les partenariats publics-privés et c'est réellement un domaine où ils ont eu lieu, notamment au Maroc. Le secteur financier marocain s'est beaucoup investi dans ce domaine et offre réellement un appui, contrairement à d'autres pays comme l'Algérie par exemple, où beaucoup de subventions existent mais sont essentiellement portées par l'État. Là, il y a un réel dynamisme au Maroc qui vient du secteur bancaire et qui a permis à ce domaine de décoller de manière un peu plus rapide. Le mécanisme pour le développement propre qui a été mis en place dans le cadre de Kyoto, nos pays ne sont pas vraiment des clients très importants par rapport à d'autres pays. Ils en sont encore à quelques projets et peu dans le domaine des énergies renouvelables. Seul le Maroc réellement a compris l'opportunité et a décidé de se lancer dans l'utilisation de ce mécanisme pour financer un certain nombre de ses activités. Bien, alors ça c'est en termes de mécanisme. Maintenant, si vous voulez avoir une idée de l'ampleur en tout cas, au moment où nous avons fait l'étude, notre estimation était de 68 milliards d'euros en termes de besoins de financement sur la base des programmes dont je vous ai présenté les objectifs, c'est-à-dire ce que veulent faire nos pays entre 2020 et 2040, sachant que le CSP bénéficierait de 50%
de ces financements, l'éolien à hauteur de 30% et le photovoltaïque à hauteur de 20%. Donc les acteurs du secteur solaire sont vraiment gâtés là par ce qu'il pourrait être fait dans ce domaine. Alors la dernière étape, et c'est un peu la fin de ma démonstration, c'est pourquoi travailler ensemble et pourquoi un cadre de coopération régionale. En fait, on s'est rendu compte, et ce domaine n'est pas nouveau, dans le passé, la plupart de nos pays, surtout au niveau de l'Afrique du Nord, arrivent sur les nouveaux marchés, les nouveaux domaines en compétiteurs et n'arrivent pas vraiment en partenaires solidaires qui ont des objectifs communs à mettre en place. Et donc, nous avons beaucoup de parallélisme qui se fait, qui ne permet pas réellement de créer des synergies, de créer la dynamique qu'il faut pour des investissements, surtout ceux qui sont de grande ampleur dans ce domaine. Donc ce qu'on a voulu voir, c'est comment aider les pays, dans quoi les pays pourraient travailler ensemble, puisqu'ils en sont tous, le sujet étant nouveau, ils en sont tous au même niveau plus ou moins de développement. Comment arriver à bénéficier de ces quelques expériences ou grands projets qui existent ou qui sont en cours de mise en place. Alors nous avons regardé 5 axes, pour cela. Nous sommes intéressés à la manière dont la coopération permettait d'accroître les investissements, donc attirer davantage d'investissements, en renforçant l'accès aux sources de financement, donc en arrivant avec des projets beaucoup plus importants et en facilitant les partenariats multi-acteurs, dont les partenariats public-privé dont je parlais tout à l'heure. Comment également ne pas produire pour juste une consommation, je dirais, de court terme, mais arriver à créer un véritable marché régional de l'électricité verte. Nous avons, en tout cas au niveau du Maghreb central, des interconnexions timides des marchés de l'électricité classique. Comment arriver à créer un marché régional de l'électricité verte et les réformes qui y correspondent. Nous ne voulons pas, enfin, pour nous, ce secteur n'est pas un secteur où on achète une technologie clé en main, on l'installe et on produit. Nous pensons qu'il y a réellement un potentiel ici pour créer un tissu industriel régional qui soit compétitif et permettre une adaptation de certaines de ces technologies à un environnement. La plupart, par exemple, des projets solaires sont dans le sud, dans un environnement de sable, un environnement beaucoup plus chaud que d'autres environnements par ailleurs. Comment valoriser le savoir-faire existant, en tout cas les poches de savoir-faire existantes, et arriver à créer cette dynamique avec des compétences régionales, des capacités de recherche, développement, d'innovation et de transfert technologique. Donc ne pas continuer à rester des consommateurs passifs, mais réellement s'impliquer dans ce domaine. Et ensuite, renforcer un dialogue au niveau des politiques de développement pour permettre qu'il y ait une certaine convergence. Alors, les constats de cette étude, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de synergie entre les différentes initiatives. Elles vivent, je dirais, un peu isolément les unes des autres. Et les leçons qu'on a apprises de chacune d'elles ne sont pas suffisamment, ne servent pas à ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Il y a une coopération régionale inexistante, je vais dire balbutiante, ce sera plus positif. Les possibilités de coopération existent vraiment et notre région appartient à 3 régions en fait. L'espace méditerranéen qui lui a beaucoup avancé, mais il y a également l'espace africain et arabe qui sont en train de mettre en place des politiques dans ce domaine et donc il est important que les pays puissent bénéficier de cette dynamique-là. Et il n'y a pas d'environnement pour l'échange d'informations. Alors, bon, oui, les informations sont donc très peu échangées, aussi bien entre les pays qu'au sein d'un pays, entre les différents acteurs du système. Il y a des travaux qui sont faits au niveau des universités, mais ils ne sont pas vulgarisés. Le secteur privé est dynamique, mais il n'y a pas réellement de croisement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les investissements en général viennent soit de ressources publiques qui ont fait l'effort, soit de partenaires au développement pour la plupart, et il n'y a pas
à part pour un pays comme le Maroc, d'efforts pour impliquer le privé. Alors, je termine par quelques recommandations. Vous avez vu que, et vous le verrez si vous regardez le document, tout le long du projet, on s'est rendu compte que les projets les plus visibles et mis en valeur étaient les projets de très grande envergure. Or, c'est un domaine où on a besoin de petits projets. Et ces petits projets ont davantage de retombées sur le développement économique, sur le développement social, par la création d'emplois, par la création d'activités, par également l'amélioration des conditions de vie dans des zones rurales, puisque un certain nombre de ces projets se font en milieu, ne se font pas en milieu urbain ou développé, mais en milieu rural et défavorisé. Alors je sais que c'est un sujet qui est cher aux organisateurs. On ne peut pas parler d'énergie renouvelable sans parler d'efficacité énergétique, et il faut mener de front les deux types de politiques pour arriver réellement à renforcer le potentiel de création d'emplois verts dans ce domaine. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont faits, de recherche-développement, et félicitations au Salon qui va couronner l'innovation à la fin des 4 jours. Je pense que c'est un domaine où il y a des synergies à créer entre les différents pays. Et je parlais d'impact sur la vie, les conditions sociales. Il est important d'impliquer davantage les administrations locales si on veut réellement que ce secteur serve à un développement et un développement rural intégré dans nos pays. Donc je terminerai par dire que notre étude a montré que le lancement de ces grands projets d'énergie renouvelable a réellement permis d'accroître la sensibilisation au fait que le secteur est un secteur important, qu'il est prioritaire et qu'il faut réellement lui donner les moyens nécessaires à son plein développement. Mais un facteur clé pour que ces énergies renouvelables, y compris le solaire, soient réellement une réalité tangible au niveau des pays, c'est qu'il y ait une volonté politique effective et volontariste qui permette de sous-tendre le domaine. Je vous remercie de votre attention.